Tout ce qui arrive au cinéma prochainement. Dans une seule vidéo, j'ai réuni toutes mes vidéos de prochaines sorties en un seul marathon sans interruption. Le plus gros récap de la chaîne à ce jour. I know it's my fault. Something isn't right. On démarre avec le seul vrai film de sci-fi frais de la liste et en plus, rien à voir avec les gros studios. Ça suit Bax, un type qui trafique des organes au marché noir et cherche sa sœur jumelle disparue. Le truc dingue, c'est qu'elle sait enregistrer ses propres rêves comme on filme une vidéo. Plus il creuse, moins il distingue le réel de l'hallucination. Tourné à Bucarest, le film transforme les rues post-soviétiques en un néon poisseux surplombé en permanence par des drones de surveillance. Et c'est le tout premier long-métrage du réalisateur Michel Parandi. L'idée me parle vraiment. La mémoire comme marchandise, le rêve comme pièce à conviction. Ce qui me fait tiquer, c'est le risque du bel emballage sans rien dedans. Un classique chez les débutants. Where is she? April had something special. April is out there. Petite mise au point avant qu'on s'en mêle. Ce n'est pas le reboot de Ryan Coogler avec de nouveaux agents, encore en tournage. C'est le vieux long-métrage X-Files de 2008 que Chris Carter a enfin remonté comme il le voulait depuis le début. La nouvelle version arrive classée R et, d'après Carter lui-même, nettement plus glaçante. En 2008, le studio a pris peur et l'a forcé à tout ramener à un PG-13. Trop effrayant, on le lui a dit sans détour. L'intrigue ne bouge pas. Mulder et Scully, toujours David Duchovny et Gillian Anderson, sur une affaire de femmes disparues qui débouche sur une histoire très docteur Frankenstein. À l'époque, l'original avait laissé presque tout le monde de marbre. On venait pour des extraterrestres, on repartait avec un thriller sombre sur le trafic d'organes. Est-ce que ce remontage restauré lui rendra son honneur? Aucune idée. Hello? Enemies and threats. Let's get. D'accord, c'est plus du super-héros que de la sci-fi pure, mais avec les multivers et les réalités qui s'effondrent, ça rentre sans forcer. Donc, je le garde. Marvel joue tout sur un coup. Le film sort le même jour que Dune, et le net a déjà baptisé la date Doomsday. La nouvelle bande-annonce du Comic-Con a changé de ton, ça vire presque à la tragédie. En voix off, Sue Storm raconte qui était Victor Von Doom avant, du temps où il ne s'était pas encore assis sur le trône pour menacer d'effacer des univers entiers. Doom, c'est le retour de Robert Downey Jr., celui-là même par qui toute cette machine a commencé. Aux commandes, les frères Russo, et à l'écran se télescopent d'un coup les Avengers, les X-Men de l'ère Fox et les 4 Fantastiques. C'est là qu'est le risque. Marvel s'est plus souvent planté que réussi ces dernières années, et caser 3 franchises dans un seul film tourne vite à la bouillie. Mark my words. C'est la suite du carton de Noël où David Harbour campe un Père Noël qui dézingue des mercenaires. En gros, Piège de cristal version reine. La bande-annonce est sortie il y a 2 jours. Cette fois, le Père Noël est lui-même sur la liste des vilains et se bagarre avec des malfrats dans un centre commercial, avec la Mère Noël à ses côtés, incarnée par Kristen Bell. Derrière, on retrouve Tommy Wirkola et l'équipe de 87 North, celle qui a signé l'action de John Wick. Le sang et le grand n'importe quoi. Ils ne comptent pas les adoucir. C'est pour ça qu'on a aimé le premier. Ce sera sûrement fun et bien bourrin. Mais avec la sci-fi, ça n'a aucun rapport. C'est glissé dans la liste par erreur. I got reinforcements coming. I think you're way beyond redemption.
Si dans votre tête, Paul Atreides est resté le héros, le troisième Dune démonte tranquillement cette idée. C'est tiré du Messie de Dune, un bouquin que Herbert a écrit justement pour tacler les lecteurs qui prenaient Paul pour un sauveur. Il voulait montrer l'envers de la foi aveugle en un chef. Plus de 10 ans ont passé. Paul est désormais empereur et mène une guerre sainte à travers des milliers de planètes. Ce n'est plus une histoire d'ascension, mais de factures à payer. Villeneuve dit sans détour que le film est très différent. Et la deuxième bande-annonce le confirme. Chani est furieuse et Duncan Idaho balance à Paul, droit dans les yeux, qu'il est depuis longtemps au-delà de toute rédemption. Côté nouveau venu, Robert Pattinson en manipulateur, Setail, Anya Taylor-Joy en Alia, la sœur de Paul, et Florence Pugh en princesse Irulan. On a même changé de chef opérateur. À la place de Greg Fraser, c'est Linus Sandgren qui tient la caméra. You what? Did I break the world? No. Ici, la sci-fi est plutôt un prétexte, parce que c'est un blockbuster familial d'aventure. Mais le point de départ est bien de la science-fiction, donc je ne le saute pas. Le troisième volet retourne complètement l'idée. Avant, c'était le jeu qui aspirait les héros. Et là, c'est le jeu qui s'échappe de la console pour foutre le bazar dans notre monde. Dans la bande-annonce, les personnages de Dwayne Johnson et Jack Black restent coincés en mode démo, ce qui sent la prochaine fournée de vannes. Tout le monde revient. Kevin Hart, Karen Gillan, le réalisateur Jake Kasdan. Et on nous le vend comme la conclusion du reboot. Je le dis franchement, la blague s'essouffle un peu. Le troisième tour du même mécanisme est rarement plus frais que le premier. What is this miserable? Am I dreaming, Donatus? Yes, I am Donatus. Come on, no time to waste. Un film d'horreur britannique teinté de comédie sur une nuée d'araignées venimeuses qui envahit une île ressort bourrée d'influenceurs. Des travaux ont réveillé les bestioles dans des grottes sous l'autel. Et vous devinez la suite. À la réalisation, Christopher Smith, pas n'importe qui. Il traîne derrière lui le culte triangle et une poignée d'horreur solide. Il sait faire monter l'ambiance. La bande-annonce vient de sortir. La première a lieu au Fright Fest de Londres. Typiquement, le genre de film qu'on retrouve ensuite à Gérardmer. Mais les retours sont tièdes pour l'instant. Le concept est tellement vu et revu qu'un critique a ironisé en disant que le scénario avait l'air écrit par une IA. Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. Maya? C'est le 6e Insidious, la suite de La Porte Rouge. La franchise, il faut le reconnaître, continue de rapporter comme une horloge, même si elle roule sur le même schéma. La bande-annonce finale est sortie hier. Au centre, Gemma, une jeune mère qui découvre qu'elle peut se glisser dans cet au-delà des âmes perdues et en ramener les créatures jusque chez nous. Dès que les démons comprennent ce dont elle est capable, notre monde devient leur terrain de jeu. Lin Shaye revient en Élise Régnier, le personnage mort dès le premier film, mais qui n'arrête pas de hanter toute la série. Jacob Chase réalise. James Wan et Jason Blum produisent. But you can do something I didn't know was possible. You can bring demons back. On termine avec un petit post-apo serbe rebaptisé Warriors of the Wasteland pour le marché occidental, alors qu'il était déjà sorti chez lui en 2024 sous un autre nom. Guerre nucléaire derrière nous, les Balkans occidentaux réduits à un désert calciné où la monnaie la plus solide, c'est la balle. Et un solitaire au katana nommé Jovan, qui cherche sa sœur enlevée en tranchant tout ce qui se met en travers. Tourné directement en anglais et l'image, par moments, est vraiment réussie. Le réalisateur Nemanja Čeranić a biberonné du Mad Max et ne s'en cache même pas. Et là, il faut être honnête. C'est un clone assumé de Mad Max, méchant au masque de métal compris,
Et le tout est plombé par un doublage atroce qui sonne, comme passé, à la moulinette d'une IA, les répliques noyées sous la musique et le vacarme. I'm gonna show you how great I am. Statham rejoue ancien membre des forces spéciales, ancien flic, désormais garde du corps d'un milliardaire thaïlandais de la marine marchande qu'on abat sous ses yeux avant de lui coller le meurtre sur le dos. Ensuite, cargo, complot international et trafic d'êtres humains. Derrière la caméra, Jean-François Richet. Et voilà tout le paradoxe. L'homme qui a signé Mesrine est aujourd'hui l'un des artisans les plus fiables de la série B américaine. Mais il a rangé au placard tout ce qui faisait sa nervosité de cinéaste français. La bande-annonce annonce la couleur, couloirs étroits, montage à la hache, bagarre sans une once d'élégance. Le studio a d'abord calé le film en janvier avant de le repousser à la fin de l'été, en espérant une salle plus remplie. We're about to be short on time. Make sure that Cole Reed. I need to finish this. Na Hong-jin s'était tu pendant 10 ans depuis The Wailing, et son retour fait du bruit dans tous les sens du terme. Film coréen le plus cher de l'histoire, presque 3 heures, sélectionné en compétition officielle à Cannes, où le cinéma coréen n'était plus monté depuis Decision to Leave. Fin des années 80, un village de pêcheurs coupé du monde, les communications tombées, les renforts partis éteindre des incendies de forêt, et quelque chose qui commence par éventrer le bétail avant de s'attaquer aux habitants. Le chef du poste de police et sa jeune coéquipière défendent un village de vieillards, pendant que les chasseurs montent en montagne et deviennent gibier en quelques minutes. We can't fund this chocolate fantasy forever. I will run you out of business. Du cauchemar coréen au chocolat. La vie de Milton Hershey, ruinée plusieurs fois avant de bâtir son empire de confiserie, et celle de sa femme Catherine, avec qui il a ensuite financé une école pour orphelins. Réalisation signée Mark Waters, celui de Lolita malgré moi, avec Finn Wittrock et Alexandra Daddario devant la caméra. La première annonce paraissait si artificielle qu'on l'a sincèrement prise pour un canular. La bande-annonce complète rattrape un peu le coup, mais la nature du projet ne change pas d'un pouce. Nous avons affaire à une hagiographie de marque étalée sur 2 heures, où l'échec n'existe que pour rendre le triomphe plus sucré. Sur le fonctionnement réel d'une ville-usine bâtie autour d'un empire industriel, il n'y aura pas un mot. You would just consider lowering your wages. You don't understand. Getting a business off the ground takes more than a good product. Melton, you keep cheap. You are involved in the most important breakthrough of our... Kristen Stewart promettait depuis des années une comédie de fumeuse vraiment débile. Et la voilà. C'est le premier film de Dylan Meyer, sa femme, qui en signe aussi le scénario. 2 amis vivent à découvert, du salaire au salaire et du bang au bang, on les prend pour d'autres. Et une drogue expérimentale leur offre en prime la télépathie. Stewart partage l'écran avec Alia Shawkat, et leur alchimie est la seule chose qui tient debout dans cet édifice. Autour, on a entassé tellement de visages connus que ça devient inquiétant. Quand on bourre une petite comédie de caméo, on finit souvent avec un défilé de sketchs au lieu d'un film. Jesus Christ. Takashi Yamazaki s'attaque à la suite la plus casse-gueule de la liste, parce que le précédent était précisément le film dont personne ne savait qu'il avait besoin. Nous sommes en 1949, 2 ans après la première attaque. Shikishima essaie de vivre tranquillement, de reconstruire sa famille, de ne penser ni à la guerre ni aux monstres. Godzilla s'est entièrement régénéré. Il revient plus grand et plus furieux. Et sous la forêt d'Aokigahara, au pied du Fuji,
quelque chose de très ancien commence à remuer. La deuxième bande-annonce montre à peine le lézard. Elle montre des militaires qui se demandent sérieusement si cette chose survivrait à une frappe thermonucléaire. Anna Bergholm refabrique un monstre à partir d'un enfant, comme dans Hatching, mais en anglais et avec beaucoup plus de méchanceté. Un jeune couple s'installe dans une maison perdue au fond d'une forêt finlandaise. Pour fonder la famille idéale, le fils naît et la mère comprend presque aussitôt que quelque chose cloche gravement. Tout le monde autour d'elle lui répond qu'elle est simplement épuisée. Rupert Grint joue le père, et c'est un très bon choix, parce que sa gentillesse impuissante devient une source d'horreur à part entière. Il n'est pas un méchant, il ne croit juste pas sa femme. Isengard rises from the dead. I've been waiting for this day. John Travolta incarne un voleur à la retraite qu'on sort de sa retraite pour un dernier coup, voler un tableau lors d'une vente aux enchères internationales. Suivent le piège, le yacht, l'explosion, la fausse mort et la vengeance contre le caïd de service. C'est la suite d'un polar de supermarché sorti l'an dernier, tourné par le même producteur, qui s'est cette fois installé dans le fauteuil du réalisateur sous pseudonyme. Au générique, à côté de Rebecca de Mornay, on trouve Quavo et DJ Khaled, ce qui vous dit à peu près tout. Le film sort d'abord en location numérique et seulement ensuite dans une poignée de salles, ce qui, pour un film d'action portant ce nom sur l'affiche, tient de la condamnation avant procès. Let's have some fun. Isengard. Handling behavior is part of your job. Saoirse Ronan joue une institutrice dont la classe est mise à sac par un garçon de 10 ans. Elle enchaîne plusieurs très mauvaises décisions et finit par enfermer l'enfant chez elle. Et c'est là que le vrai malaise commence. La classe s'épanouit, les parents sont ravis, les collègues respirent. Et personne ne se presse vraiment de retrouver le disparu. Le Suédois Jonathan Etzler signe son premier film en anglais d'après le roman d'un compatriote. Et il en tire une satire au vitriol sur l'empressement d'une communauté à ne pas voir la disparition de celui qui la dérange. Le film a été montré en festival dès l'automne dernier avec de bonnes critiques. Et c'est le rôle le plus risqué que Ronan ait pris depuis des années. Let me go! Highness, he looks scared. This time, extinction may not be. Prévenons tout de suite. À strictement parler, ce projet n'existe pas encore. Luke Spark a inventé un 1879 alternatif où humains et dinosaures cohabitent depuis des générations. On monte les raptors comme des chevaux, on vole sur des ptérosaures, les troupeaux traversent la prairie et la guerre couve sur la frontière. C'est un western spaghetti où le cheval a été remplacé par un saurien et Spark lui-même décrit son truc comme Tombstone, croisé avec House of the Dragon et Red Dead Redemption. Le teaser prouve que l'homme s'est tiré une image indécemment belle d'un budget ridicule. But now, be natural. Un film de requins avec un cartel dedans. 5 amis viennent plonger avec des requins au Mexique, tombent sur de la cocaïne au fond de l'eau et se retrouvent aussitôt avec des hommes armés sur le bateau, qui renvoient les filles sous la surface dans une cage pour remonter la marchandise. 10 minutes d'oxygène, des fusils au-dessus, des grands blancs en dessous. Le film est signé Jesse V. Johnson, vétéran du direct-to-vidéo, et le résultat est exactement ce que vous imaginez. Le seul véritable ornement, c'est Antonio Banderas en patron de cartel, visiblement plus heureux que tout le monde sur le tournage, qui porte la bande-annonce à lui seul. Do not open this cage. It's sinking.
Horreur britannique à budget minuscule, premier film de son réalisateur. 4 amis partent tourner un documentaire dans la forêt et y trouvent une poupée à 2 têtes, maudite évidemment, puisqu'on y a enfermé les âmes de 2 sœurs siamoises brûlées vives il y a des siècles. Et avec elles revient leur mère, une sorcière. Le design de la poupée est réellement désagréable. Et c'est à peu près tout ce que le film a pour lui. Le reste est assemblé à partir de pièces vues 100 fois. La forêt, la maison, la caméra à l'épaule, le souffle dans le dos. Le sous-genre de la poupée maudite était déjà essoré avant même le premier jour de tournage. Alors je n'attends pas de miracle, même si l'indépendant anglais parvient parfois à faire peur par pur entêtement. Have I been a bad girl? L'histoire de la sortie est plus intéressante que le film. Il s'agit d'un spin-off de l'univers M3GAN, un thriller érotique autour d'un ingénieur qui, après la mort de sa femme, reçoit une androïde de compagnie en test et décide de la transformer en partenaire réellement consciente. Il y parvient. Commence alors un carnage très inventif. Kate Dolan, autrice de l'excellent « You Are Not My Mother », reconnaît avoir d'abord trouvé l'idée démente avant de choisir le camp assumé, à la manière de Basic Instinct, verre à la main et cri devant l'écran. Le studio, lui, n'y croit pas. La sortie en salle a été repoussée 2 fois avant d'être purement annulée, et le film atterrit directement dans les salons. I found the android to be limited in its expression. Power save mode now. Anything we can do to help you? No. Are you sure? Yeah, I'm sure. Changement de registre brutal. Will Poulter et Noah Centineo incarnent 2 frères de l'Ohio rural, qu'un juge envoie en cure de désintoxication plutôt qu'en prison. Pas de catharsis, pas de grands monologues, juste des gens qui essaient de tenir un jour de plus. Adam Meeks, pour son premier film, a tourné dans un vrai tribunal spécialisé et confié la moitié des seconds rôles à des personnes qui suivent réellement le programme. Et l'exploit est là. On ne voit pas la couture entre les acteurs et les autres. Présenté en festival cet hiver, le film a fait se lever la salle et la critique l'a accueilli presque à l'unanimité. So the basic rules are to abstain from drugs and alcohol. As long as my background check comes back good, I'm good to start working there. Her own life. You have no power. Halloween 1997, une petite ville, une fille qui bosse au vidéoclub et connaît par cœur toutes les règles du slasher. Tant mieux, parce qu'un tueur masqué arpente les rues en rejouant des scènes de slasher cultes sur des gens bien vivants. Production indépendante, budget dérisoire, mais un casting qui, pour l'amateur, ressemble à une liste d'invités de convention. Dee Wallace, Felissa Rose, Tommy Lee Wallace. Le film a déjà raflé des prix en festival de genre, dont celui du meilleur meurtre. Ce qui résume assez bien ses priorités. La nostalgie du vidéoclub est une monnaie que l'horreur imprime sans discontinuer depuis 10 ans. Et tout dépend du soin apporté aux mises à mort. À en juger par la bande-annonce, elles sont fabriquées avec amour. 30 years ago, B-movie scream queen. And our... I mean, you can't go up him. The kid's a maniac. Macon Blair a d'abord joué chez Jérémy Saulnier, puis réalisé l'excellent « I Don't Feel at Home in This World Anymore ». Et il revient avec un road movie sur 2 ratés intégraux chargés de conduire un adolescent riche et instable jusqu'à un centre de désintoxication. Mission simple. Tout foire, forcément. Dave Franco et O'Shea Jackson Jr. se rentrent dedans avec l'assurance de gens incapables de faire quoi que ce soit. Et Mason Thames, en petit psychopathe de bonne famille, semble voler le film entier. Blair cite Midnight Run et La Dernière Corvée comme modèle. Et il tient parole. Pas de gag pour le gag, mais une comédie sale et méchante qui devient, sans prévenir, une histoire d'amitié. 2 grands festivals derrière lui et un accueil quasi unanime. He's famous for it. What the... Il te protégera. I know what my mom did. Clément Virgo a réalisé le vrai ovni de la sélection.
Une jeune fille naïve de bonne famille vit dans un pays qui n'existe pas. L'Europe occupée, le Sud esclavagiste américain et l'Alger colonial y sont fondus en un seul et même lieu. La famille recueille une réfugiée. Un lien naît entre les deux filles et vire très vite à l'obsession, entraînant avec lui la jalousie, le désir et la certitude que ce monde confortable est bâti sur les os des autres. Récit d'apprentissage, thriller psychologique et conte gothique à la fois. Et c'est précisément là que le bat blesse. Une partie de la critique a écrit sans détour, après la première en festival, que le film refuse si obstinément de formuler quoi que ce soit que la conversation avec lui ne s'engage jamais. This family is on the brink of Deuxième saison de la saga criminelle du clan Harrigan. Et rien ne va. La famille se fissure de l'intérieur. De nouveaux rivaux poussent par en dessous. Et Harry D'Souza doit tout ramasser sans y laisser sa peau. Tom Hardy, Pierce Brosnan et Helen Mirren reviennent, rejoints par Toby Jones et Janet McTeer. Les coulisses ont été plus animées que la fiction. Au printemps, la rumeur d'un départ de Hardy après un clash avec le showrunner a couru pendant des semaines. Les producteurs ont fait mine de rien. Puis tout le monde s'est réconcilié et il reste. La première saison a été le deuxième plus gros lancement de l'histoire de la plateforme. Mais soyons honnêtes, elle tenait sur ses acteurs, pas sur une écriture qui, vers la fin, empilait les cadavres plus vite que les idées. La première chose qu'on ressent devant la bande-annonce, aussi étrange que ça paraisse, c'est du soulagement. Après que la série adulte sur Vera soit devenue la risée de la moitié d'Internet, plus personne n'attendait rien de bon de la bande. Ridley Scott filme comme s'il n'avait plus rien à perdre. Et son nouveau récit post-apocalyptique est exactement ça. Il adapte un roman connu. Un pilote nommé Higg survit dans un monde balayé par une pandémie et partage un hangar avec son petit avion, son chien et un tireur peu bavard. Un jour, un signal étranger passe sur les ondes et il part en chercher l'origine. La prémisse est simple, mais en dessous bat la question de savoir pourquoi s'accrocher encore à la vie. Le rôle devait revenir à Paul Mescal avant d'échoir à Jacob Elordi. Et dans la seconde bande-annonce, le garçon convainc étonnamment en combattant aux abois. Respect my president and my team, and we will respect you and your process. You shouldn't have come. Là, l'échelle et le ton changent. C'est un thriller en huis clos. Un enquêteur débarque dans une prison à moitié en ruine pour élucider la disparition d'un détenu volatilisé sans laisser de traces et s'enfonce peu à peu dans un marécage de mensonges, de corruption et de secrets enfouis. Derrière la caméra, Will Wernick, l'homme du cinéma des salles énigmes, et on sent qu'il adore enfermer ses personnages entre quatre murs. Le meilleur, c'est le casting, avec des visages fiables comme Michael Kelly et Dennis Haysbert. I saw the tape. What did you really see? Seneca's finally gone. Et là, mon scepticisme grimpe en flèche. Le 6e film du Troupeau de l'âge de glace se fait désormais sans le studio Blue Sky, fermé il y a quelques années, et c'est le premier signal d'alarme. Le volet précédent, Collision Course, était faible et s'est planté. Donc, la saga vit depuis longtemps de nostalgie plus que d'idées. L'intrigue est encore une aventure. Manny, Sid, Diego et l'éternel écureuil affamé sont projetés hors d'un volcan, droit dans un monde de dinosaures et de lave.
La prémisse est à se moquer du monde, presque une provocation. 6 losers d'Hollywood s'allient pour braquer la grande cérémonie des récompenses et voler les statuettes au producteur qui a piétiné leur carrière. C'est culotté, et on y sent la rage du petit cinéma indépendant contre la grosse fabrique à rêves. Le hic, c'est que d'après les premières réactions, le film ne sait pas trop ce qu'il veut être, comédie, polar ou pure pochade, et les notes qu'il récolte sont tristes. L'équipe menée par Cedric the Entertainer sauve des scènes isolées, mais ça ne prend jamais comme un tout. So does anybody know each other, or is... No. I bet Yes. No one's talking to the FBI. S'il y a une bande-annonce qui a fait exploser le net dans cette sélection, c'est bien celle-là. Des millions de vues en une journée. Un drame criminel tiré de faits réels nous plante dans le Mississippi du milieu des années 60, où un jeune agent fédéral noir doit s'allier à un tueur de la mafia chevronnée pour démêler une série d'assassinats de militants des droits civiques. La sensation, c'est Mark Wahlberg, méconnaissable dans la peau du gangster Greg Scarpa, transformé physiquement et jusque dans la démarche. En face, Yahya Abdul-Mateen II, et le duo promet des étincelles. Le sujet est lourd et glissant, et de là, on bascule vite dans le sermon ou dans l'action bon marché sur la justice à tout prix. They came for me. I can do more than sit behind a desk. Pour qui aime le vrai cinéma de baston, c'est la grande surprise de la liste. Un wuxia épique tiré d'un manhwa très populaire, mis en scène par le légendaire Yuen Woo-ping, celui qui a chorégraphié les combats de Matrix, Kill Bill et Tigre et Dragon. On est sous la dynastie Sui. Un chasseur de primes accepte d'escorter un inconnu jusqu'à la capitale et découvre qu'il transporte l'homme le plus recherché de l'Empire. À partir de là, tout le monde leur court après. Ce qui est précieux, c'est que Woo-ping a envoyé balader l'imagerie tout numérique et ramené les vraies cascades et le travail au câble. Et le combat en pleine tempête de sable est déjà décrit comme quelque chose hors norme. I am Manko Kepak. Evening, boss. Are we good? I am from Abesh. I need to see real numbers. You meet my price, I will show you everything. Russell Crowe incarne un patron de boîte de nuit fatigué qui rêve de vendre l'établissement et de prendre une retraite tranquille avec sa compagne. Le point de départ idéal d'un film noir, du genre qui finit par voler en éclats. Et c'est exactement ce qui arrive. Des hommes masqués braquent le club, les cartels pressent en par en haut, et un nouveau venu, Trouble, débarque pour racheter l'affaire. De là se tisse une toile de tromperie où survivre compte plus que fuir. Autour de Crowe, on a réuni une belle équipe, d'Aaron Paul à Luke Evans. On est séduit par la compacité. Moins de 2 heures sans gras. Ça ne dira rien de neuf. Mais comme polar nocturne à la Melville sur un homme que le passé tient à la gorge, ça peut très bien tenir. I run a nightclub. It's a good job. Some stress. Point break now. Look, if you can hear me, please respond. Suite de ce film où 2 filles restaient coincées au sommet d'une antenne géante et rappelaient à la moitié de la salle leur propre vertige. Cette fois, l'action déménage en Thaïlande, sur un sentier mortel fait de planches clouées à une falaise verticale, à près de 3000 mètres. L'héroïne traîne la mort de sa sœur et se lance, allez savoir pourquoi, dans une nouvelle ascension de dingue, avec l'ami intrépide de celle-ci. Et oui, dans la tête martèle la même question que pour tout le monde. Pourquoi diable remonter là-haut? Au fauteuil de réalisation, les frères Spierig, connus pour Saw et Daybreakers. Le premier volet tenait sur une seule idée nue, et on retrouve ici la même mise, en plus haut et en plus vicieux.
pure attraction à paume moite. Sans prétention, mais ça marche. You know he's gonna let you down. He's a lowlife. Hate is Someone like me? Et celui-ci porte une chaleur particulière. Sung Kang, le Han de Fast and Furious en personne, s'installe pour la première fois dans le fauteuil de réalisateur et signe un film très intime sur le drift. Son héros est un agent d'entretien solitaire sur un circuit paumé d'une ville de désert desséché, doté d'un don rare pour le travers contrôlé et d'une incapacité totale à faire confiance. La chance de courir en compétition pro l'oblige à s'ouvrir à cette fameuse famille choisie. Kang s'est tenu volontairement loin de l'ombre de Han et dit avoir voulu tourner une déclaration d'amour à la communauté de l'auto, filmée sur de vrais événements de drift avec de vrais pilotes. Chez nous, où toute une génération a grandi avec les courses-poursuites de taxi, ça touche une corde sensible. Ici, un thriller criminel très léché, avec Anya Taylor-Joy en tête d'affiche. Et attention, pas un long métrage, mais une mini-série tirée d'un best-seller. Elle joue une jeune arnaqueuse dont le casse à plusieurs millions tourne mal, et la voilà traquée à la fois par le FBI et par un parrain du crime sans pitié, sans autre option que fuir et improviser. Autour de la star, on a réuni une compagnie solide, Annette Bening et Timothy Olyphant. Et à la production figure Reese Witherspoon, ce qui rime d'habitude avec un objet lisse, rond et très facile à avaler. Après le succès de The Gorge, on regarde Taylor-Joy de plus près encore. Until it isn't. Carrie. Thomas, we've seen you talking to these things. You talking nonsense again? La position la plus étrange de la liste. Andrew Niccol, l'homme de bienvenue à Gattaca et scénariste de The Truman Show, revient à la réalisation après des années de silence et livre une chose qui ne ressemble en rien à sa sci-fi glacée. Un garçon de 10 ans encaisse la mort de son père et, faute de lien avec les vivants, se réfugie dans le monde des objets du quotidien, qui soudain prennent un visage et lui parlent pour l'aider à traverser le deuil. Ça sonne comme un mélange de conte familial et de drame feutré sur la perte, avec des voix inattendues, comme Karl Urban et Ethan Hawke. They said, Gotta find a friendly face. I've got this. Come back with my dog! My name is Jeremy Darm. I was a passenger on Flight 298. Passengers have started feeling sick since departure. Could you please press the flight attendant button? Si on résume en une phrase, c'est des aliens à bord d'un avion, et ça sonne aussi gonflé que tu l'imagines. Un vol ordinaire au départ de la Nouvelle-Orléans vire au voyage sans retour. Lumières étranges derrière les hublots, électronique qui déraille, passagers nez à nez avec quelque chose de franchement surnaturel. C'est réalisé par Stephen Quayle, qui a jadis signé peut-être le meilleur volet de Destination Finale, donc faire monter l'angoisse dans une boîte fermée. Il sait faire. Le scénario est d'un vétéran de l'horreur passé par The Grudge. Le budget est visiblement modeste, et la bande-annonce sent la série B honnête sans grand nom. I think she must have. Come on, baby, get in. So, first time in Kiev? Yeah. La liste se referme sur un film d'action sec autour d'une mission de sauvetage, racontée sans détour. Un ancien Navy SEAL et agent du renseignement à la retraite reçoit un appel désespéré. Sa nièce, qui travaillait dans l'humanitaire, a disparu lors d'une attaque sur un orphelinat dans les premières heures de la guerre en Ukraine.
et l'homme part vers un pays à feu et à sang pour la sortir de là coûte que coûte. Dans le rôle principal, la Monica Garrett, vue dans 1883 et The Terminal List, et pour un actionneur solide, il convainc. Je le dis franchement, bâtir un film de genre sur la toile de fond d'une guerre réelle et toujours ouverte est un choix discutable. Et une partie du public y verra une spéculation sur le malheur d'autrui. War is a monster. The way you make it your life. The battle lines run down the entire valley. And I don't got a choice. Richie's back in town. He's gonna link up with his crew. Et en dessert, un solide drame criminel indépendant qui circule encore par endroits sous son ancien titre Keep Quiet. Lou Diamond Phillips incarne un policier intègre de la police tribale qui tente de préserver une paix fragile dans sa réserve, jusqu'à ce que le passé revienne lui mettre une gifle. Il a sur les bras un nouveau coéquipier trop à cheval sur le règlement et un ex-détenu vengeur qui veut retrouver son ancien gang pour solder de vieux comptes. Une réserve indienne est un décor rarement vu, et donc d'autant plus frais pour le genre, quelque part du côté de Killers of the Flower Moon et de Reservation Dogs. Pour un public nourri à l'amour cinéphile du western, il y a là un parfum familier, mais débarrassé de tout romantisme. Show me your hands. I hired you because I need a partner who can understand why people are the way they are.